Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 5 mars 2025, une belle journée pour retrouver un peu d'optimisme sur un marché crypto sur lequel le Bitcoin vient de refrétiller avec les 88 000 $, donc plus 4,50 sur les dernières 24 heures, plus 4 pour Ether qui se raccroche littéralement à son support des 2000, 2200, donc avec les 2100, 2150 comme vous savez, qui est réellement un point pivot. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler hier dans l'analyse technique, je n'oublierai pas aujourd'hui. Plus 15% pour ADA Cardano, on a également du plus 16 pour Bitcoin Cash, on a un peu un rebond des Dinocoin, AAV qui nous pousse 21% en journalier, on va voir pourquoi dans quelques instants, 214 $, on a plus 10 également pour Sonic, plus 5 pour VeChain et on clôture le top 50 à l'équilibre voire léger rouge avec Algo, Celestia, Render, Jupiter, Arbitrum, Optimism et Fast Token. En ce moment ça bouge très peu sur le top 40 au top 50. Du côté du 4 heures, donc après être venu mécher les 78 000, rebond Trump avec les deux tweets de dimanche, 95 000, on se renfonce à 82 et on revient travailler donc à nouveau autour de 86. On va voir si ça tient, mais on voit que encore et toujours les open interest ne sont plus là, donc les gros poissons, les gros leviers se sont fait sortir et n'ont pas l'air de vouloir rentrer immédiatement. Le crypto Fear and Greed navigue toujours en eau trouble puisqu'on est dans l'extrême peur à 20 et je pense que ça va perdurer un peu, donc entre 10 qu'on a touché l'autre fois et le 30-40 qui nous sépare par la suite de la zone neutre, donc une zone de choix quelque part pour commencer à faire un DCA éventuellement, bien que attaquer un DCA avec un Bitcoin à 88 000, en effet il faut avoir une vision très longue pour le coup, puisqu'on ne sait pas justement comment va tourner le marché à court terme, on ne sait pas quelles vont être les décisions notamment de l'administration de Trump, donc en ce moment ça change quasiment d'une journée à l'autre. On va traiter ça d'un point de vue des infos dans quelques instants, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. Desblocs nous accompagne également en mars et on les en remercie, une app sur laquelle vous allez retrouver un IBAN français, un compte non custodial crypto et vous ne vous ferez pas fermer votre compte à chaque fois que vous rentrez ou sortez en crypto. Vous avez également les NFT, vous avez une CB et virtuelle et physique et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. C'était la toute première fintech à avoir l'agrément niveau 2 PSAN et ça se passe plutôt pas mal, ils se développent, ils ont pas mal de choses en cours qui devraient sortir courant 2025, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description qui vous donne 3 mois sur le premium puisque de base c'est gratuit, mais si vous voulez avoir des petits avantages, notamment sur les frais de conversion, vous avez la possibilité de passer à l'abonnement payant. Peut-être une bonne nouvelle en effet du côté des marchés traditionnels puisque Donald Trump hier aurait reculé vis-à-vis des tarifs, des droits d'import-export qu'il est en train de propager à l'intégralité de la planète, puisque en face bien entendu c'est en train de répondre et pas qu'un peu, et j'ai l'impression que à la fois pour le Canada et la Chine ils ont montré les dents, donc le tout en ayant en plus apparemment des avancées fulgurantes à partir du moment où hier ils ont coupé toute aide militaire vis-à-vis de l'Ukraine. Là aussi je ne rentrerai pas dans les débats politiques vis-à-vis de tout ça, je vous donne factuellement les informations. Et ensuite on a le président Zelensky donc de l'Ukraine qui immédiatement lui aussi s'est mis à la table des négociations en disant ok vous aurez vos terres rares et tout ce que les États-Unis demandaient et en même temps ça y est on veut négocier et on veut la paix et on veut mettre un terme à cette guerre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé bien entendu entre temps depuis la réunion Zelensky-Trump dans le bureau ovale qui a fait le tour bien entendu des réseaux sociaux avec le mini clash, mais en tout cas ça a fait avancer drastiquement les lignes vis-à-vis de tout ça et en plus apparemment Trump serait en train de reculer vis-à-vis de tout ce qu'il voulait mettre en place par rapport à la guerre commerciale. On ne sait pas justement sur quel pied danser en ce moment et c'est pour ça que les marchés bougent de façon un peu erratique et comme le disait hier le PDG de BlackRock Larry Fink, en 2025 ça va être une année compliquée, une année difficile où il y aura beaucoup de volatilité dans les 6 prochains mois et selon lui il faudrait acheter les dips. Donc c'est un peu facile dit comme ça quand on a 9 000, 10 000, 15 000 milliards, mais de notre côté oui je suppose que à chaque fois qu'on aura des dips suffisamment importants, que ça soit du côté du marché traditionnel ou crypto, pour faire du DCA c'est tout à fait dans la logique des choses. Olivier Rossi qui met en avant que le CAC futur a clôturé à
plus 132 points à 19h40, soit quasiment plus 2%, après avoir été dans la journée légèrement dans le rouge. BlackRock qui toujours disait si tous les millionnaires des États-Unis demandaient à leurs conseillers financiers d'acheter un bitcoin, il n'y en aurait pas assez, puisqu'il n'y en a que 21 millions, comme vous savez, et encore que sur ces 21 millions, il y en a beaucoup qui ont été perdus ou bloqués, ou voilà, bon nombre d'autres joyeusetés. Info économique, le marché américain qui a perdu 3400 milliards de capitalisation, soit plus encore que l'intégralité du marché crypto. Donc vous voyez qu'on a encore le petit poussé, le marché crypto dans sa totalité, et c'est pour ça que je pense que ça mettra encore pas mal de temps, pas mal d'années à se poser, à avoir ce fameux cycle de plateau aussi où on vient suffisamment capitaliser pour par la suite souffler un bon coup et se décorréler du marché américain. Pour l'instant, nous sommes totalement corrélés et notamment au Nasdaq. On l'a vu dès qu'il y a eu la descente de Nvidia. Vraiment, on suit comme son ombre malheureusement le marché US et surtout la tech avec le Nasdaq. Benjamin Cohen, Into the Cryptoverse, qui nous dit encore et toujours que Ethereum va revenir à la maison. Donc pour lui, il y a un monde où on pourrait, en cas de crack et notamment du côté des États-Unis, revoir un Ether autour de la zone des $1000. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner au travers du temps, mais vu qu'il ne s'est pas trop planté, en tout cas pour la Bitcoin dominance, pour le BTC en tant que tel sur ce cycle, et là pour les Ether, c'est vrai qu'il a toujours eu un avis très négatif. La bonne nouvelle et la lumière au bout du tunnel, puisque ça n'est pas un poste qui est si bearish qu'il n'y paraît, contrairement à bon nombre d'autres posts qui souvent n'ont aucune explication autre, notamment du côté de Twitter, que de juste dire bon voilà, il y a du soleil, il y a de la pluie. Là, lui, il explique que à partir du moment où on va avoir la fin du quantitative tightening, le fameux QT, qui est l'inverse du quantitative easing quand on imprime de la monnaie comme en 2020-2021, on pourrait avoir à ce moment-là Ether qui posera son point bas et qui derrière pourrait repartir de plus belle en simultané des conditions de marché qui seraient un peu plus alignées d'un point de vue de la liquidité, d'un point de vue de la Fed aussi, qui est en train de dire bon finalement on va peut-être baisser les taux et pas qu'une fois en 2025, donc qu'une fois que tout ça sera mis en place justement, on aura un peu plus de liquidité et un peu plus de prise de risque multimarché, comme on en a discuté là aussi avec Fineco lors du live de lundi. Je ne peux que vous encourager, quand bien même c'est sur la chaîne secondaire, et je sais que vous avez la flemme d'aller chercher sur internet ou quoi que ce soit, je vous le remettrai en commentaire et description épinglée. La vidéo fait 1h30, 1h40, mais on y apprend beaucoup de choses par rapport à l'économie traditionnelle. Donc vraiment, c'était une masterclass qu'on ne fait que très peu souvent sur la chaîne, d'un point de vue macro et d'un point de vue de ce qui est en train réellement de se dérouler d'un point de vue économique. Donc je vous invite à le consulter. Ça ne sera pas l'émission la plus vue de la chaîne, parce que aussi, vous de votre côté, vous aimez bien les formats courts, mais j'insiste vivement pour vous faire un avis sur ce qui est en train de se dérouler. C'est très important et ça peut vous aider vous aussi de votre côté à la prise de décision vis-à-vis du marché crypto. On avait Bob Lucas donc qui nous parlait hier potentiellement du failure ici du S&P, donc si on lâche les 5760 points. Donc là on est en journalier, ça saute pas forcément aux yeux à ceux qui n'ont pas l'habitude de l'analyse technique, mais en hebdomadaire on a un énorme M qui est en train de se dessiner. C'est pareil du côté du Nasdaq et ça ressemble à ce qui s'est passé sur Bitcoin avant qu'on parte à la cave. Donc on n'est pas sorti du sable, mais c'est clair que si Donald nous fait machine arrière toute, on pourra en effet avoir quelque chose d'un peu plus positif pour la suite. Le Canada donc qui montrait les dents et qui réplique les sanctions en même temps que la Chine. Trump donc selon Alexandre Baradez qui a déclenché une situation de risk-off avec baisse du marché des actions, des taux, des matières premières, même le dollar a baissé, les cryptos n'en parlons pas. Donc on a l'inverse de ce qu'on avait quelques semaines en arrière quand l'intégralité des marchés était en train de monter. Un petit conseil d'amis, ne comparez pas le chiffre de votre wallet ATH, c'est-à-dire quand vous étiez au plus haut à celui d'aujourd'hui, le tout en voulant obligatoirement re-atteindre ce montant maximal. Il y en a qui ont tout perdu en voulant faire ça et encore plus en faisant du levier pour se refaire. Là vous allez rentrer dans un biais psychologique où clairement vous repartez au casino, vous avez perdu vos 500 balles, vous remettez 500 balles dans la machine et ça y est, vous partez complètement en toupie. Donc clairement c'est des moments quand bien même vous êtes dans une phase de marché qui est inconfortable et où pour faire du DCA ça peut être en un sens un bon moment, bon endroit pour commencer à payer certaines choses. C'est aussi le bon moment, bon endroit pour prendre un pas de recul. Regardez si ce que vous êtes en train de faire est toujours aligné avec ce que vous pensiez. Est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous n'avez pas pris de profit au bon endroit, bon moment? Et pas mal de réflexions comme ça à avoir et avant de se précipiter sur le moindre actif donc qui paraîtra attractif. Paradigme qui lead 41 millions sur un round pour Across Protocol afin d'unifier tout ce qui se passerait du côté de Ethereum. Donc ça continue de
build et de lever des fonds malgré tout. La whale 7 Siblings qui a accumulé encore 5000 Ethers à 2075 $. Ils détiennent désormais, accrochez-vous bien, 1 157 000 Ethers pour un total de 2,4 milliards dans 2 wallets, donc complètement fou, mais on voit que c'est pas la déroute pour tout le monde et qu'on continue d'accumuler. D'ailleurs, je crois que j'en avais discuté dans un des derniers lives, ça devait être celui avec Blue Shadow, où je disais qu'avec un Ether à 2000 et avec un point bas de ce cycle qui était entre 880 et 1000 $, selon là où on regardait en fonction de la liquidation, si on regardait sur ST et ETH, si on regardait sur ETH, donc on va dire, allez, entre 880 et 900 et quelques dollars, c'était le point bas de ce cycle. Donc on est à peine sur un x2 quand on a un Ether à 2000 $, et l'ATH, un simple retour à l'ATH, c'est encore un x2, x2,5 pour venir de 2000 à 4900 $. Donc clairement, en termes de gestion du risque, ça nous permet d'avoir tout simplement un coup à jouer. Je suppose que tôt ou tard, les market makers vont le jouer aussi, puisqu'au bout d'un moment, je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas chercher leur x2, x2,5 offert sur un plateau, mais pour l'instant, on a vu que la liquidité n'allait pas, en tout cas sur les altcoins, à cause justement des étoiles d'un point de vue macro et géopolitique qui n'étaient pas alignées. Scott Bessent, donc le secrétaire au Trésor américain, qui avait déclaré il y a 18 heures qu'ils sont en train de discuter vis-à-vis d'une baisse de taux, donc ça aussi, ça a fait la part belle à permettre justement au marché en fin de journée de rebondir. Est-ce que vous vous souvenez quand c'était la fameuse Memcoin Super Cycle il y a quelques semaines avec le portefeuille de référence de Stop Mourad? Et bien hier, il était en recul de 50 millions de dollars, encore en positif de 14,5, mais c'est pour dire à quel point voilà, il y a des gens qui sont degen, et si vous passez une mauvaise journée, eh bien dites-vous bien qu'il y en a certainement qui passent des journées encore pires que nous. Hawk Research qui nous mettait en avant la nouvelle implémentation sur le forum de gouvernance de AAV, ça a été proposé par Marc directement, donc avec la fin du slashing des stakers pour les détenteurs de AAV, la fin de l'Inde et le transfert de 320 000 AAV dans la trésorerie du protocole, l'achat de 1 million de dollars de AAV chaque semaine pendant 6 mois avec les fonds de la trésorerie du protocole, lancement de l'Antigo, un programme de récompense aux stakers de AAV. L'Antigo peut être burn pour réduire l'empreinte de Go sur le protocole ou converti en stake Go. Le protocole allouera 50% des revenus générés par le Go à l'Antigo, 6 millions actuellement. 80% de ces revenus iront aux stakers de AAV. Activation de AAV Umbrella sur Ether, Avax, Sonic, Arbitrum, Gnosis et Base. Le lancement de Umbrella permettra le déploiement des A-tokens, le collatéral qui peut être staké sur le protocole et être slashé en cas d'un événement de mauvaise dette. Le programme de récompense Merit ne va pas s'arrêter et continuera à distribuer les intérêts aux stakers de Go et de AAV. Go devrait être rentable et durable en 2025. Et vous avez l'énorme schéma ici qui a été proposé par qui ? Par Boca, qui n'est autre qu'un de nos cofondateurs au niveau de l'Oracle, et je ne peux que vous inviter à nous rejoindre sur l'Oracle. Vous avez un module qui est dispo gratuit vis-à-vis de la DeFi pour vous montrer aussi comment ça se passe sur l'Oracle One au niveau de la plateforme qui est Circle, et vous avez la possibilité par la suite de nous rejoindre, soit pour 49 € par mois, soit pour 34,90 si vous prenez à l'année, et vous pouvez payer en crypto-monnaie. Alors j'ai tout à fait conscience que sur ce cycle, il y a peu de gens qui ont fait beaucoup d'argent et qui aujourd'hui regardent un peu à la dépense, et je suis tout à fait conscient que c'est une dépense, mais on essaie de vous apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée sur cette plateforme. On n'a pas fait un marketing agressif et j'espère vivement qu'au travers du temps, on sera rejoint par de plus en plus de membres, puisque c'est aussi une force, je suppose, d'avoir un petit cocon comme ça de personnes qui avancent ensemble. Et comme je le disais notamment dans le dernier live, il n'y a pas forcément tout le monde qui au quotidien a le temps justement de se pencher sur tout ce qui se passe sur Twitter, sur les vidéos YouTube, sur les lives. Là, on a un véritable condensé d'années d'expérience, ce qui vous permettra, je suppose, d'avancer à votre rythme, voire d'avancer beaucoup plus rapidement. On clôturera avec Zone Bourse et l'Union Européenne qui est prête à injecter 800 milliards d'euros dans sa défense. Donc sans rentrer complètement dans les détails, on a vu que les actions européennes liées à la défense avaient beaucoup augmenté donc ces derniers jours. Et deuxièmement, on se rend compte d'un point de vue pur européen que oui, il y avait pas mal de pays qui s'étaient un peu désarmés, et face au risque
risque que les États-Unis laissent tomber notamment l'Ukraine et ça discute par rapport à l'OTAN, etc. Eh bien voilà, on est en train d'avoir une prise de conscience, je pense, pour la zone euro collective vis-à-vis de l'armement. Je suppose que quand bien même les États-Unis reculeraient sur bon nombre de sujets du moment, peut-être qu'il n'y aura pas 800 milliards à la fin, mais il va y avoir dans tous les cas un réarmement de l'Europe, ça c'est clair et net. 2840 milliards avec la moyenne mobile 50 de nouveau qui fait office de support 2006. Pour l'instant ça tient, pour l'instant ça n'est pas la déroute, pour l'instant c'est un backtest qui est très propre. L'idéal ça serait de clôturer peut-être pas la semaine, mais au moins le mois, on va se laisser mars au-dessus des 3000 milliards. Et on voit qu'on avait quasiment reset l'intégralité de cet indicateur sur le RSI. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet une belle respiration de marché. À ce compte-là, on a également le Crypto Total 2 des altcoins qui bataille avec la moyenne mobile 50 qui se trouve à 1110 milliards précisément. On a été soutenu à chaque fois qu'on venait à 1000 milliards. Désormais bloqué par le bouchon de champagne ici avec la moyenne mobile 20 autour de 1270 milliards pour les alts. Le crypto total excluant Ether est à aujourd'hui 835 milliards. Pareil, la moyenne mobile 50 a été front-run, les 750 milliards. Elle est exactement à 740 pour sa part. Moyenne mobile 20 en haut autour de 900 et donc on a la zone de démarcation à 923, 925. Ça a permis de vachement laisser respirer le marché crypto, ce qui s'est passé récemment et on voit que même si on partait à la cave, on a un petit intermédiaire à 670 et aujourd'hui pour le crypto total 3, eh bien moyenne mobile 200 et 100 qui se trouve à 570. Donc quand bien même on tomberait en ligne droite entre guillemets pour X ou Y raison, on reculerait d'une grosse trentaine de pourcents pour les alts. Donc vous voyez que si on rentrait en bear market aujourd'hui, chose qui est très loin d'être le cas, eh bien on n'aurait pas non plus un bear market comme on a eu précédemment. Ça serait pas un truc où on verrait immédiatement à partir du prix que les alts ont aujourd'hui sur des moins 90 ou des trucs comme ça. Alors j'étaye un tout petit peu le propos puisque ça peut être mal interprété. C'est pas parce qu'un alt est déjà à moins 70, moins 80, moins 90 qu'il ne peut pas refaire moins 90 à partir de là où il se trouve. Il y a bon nombre d'alts, je pense, qui vont crever littéralement sur ce cycle. Mais quand on regarde la dynamique, c'est loin d'être aussi horrible entre guillemets que ce qu'on pourrait le penser. Le BTC en futur CME 88 000 qui a comblé son gap, donc pour l'instant statu quo, eux ne sont pas venus trop bas non plus, on s'était arrêté à 79 quasiment, tandis que on peut observer toujours cette fameuse moyenne mobile 50 qui est à 75-76 chez eux. Et du côté du spot, on est autour de 75,9 aussi, elle est pas mal remontée, donc bon, tout ce qui se passe entre 73 et 75 serait attractif si jamais on avait la dernière petite tirette. Est-ce qu'on y viendra? En tout cas, pour l'instant, ces mèches nous font penser que la liquidité est en train d'être absorbée. Ether, comme vous le savez, les 2100, 2150, c'est la zone à ne pas franchir. Alors, j'ai vu pas mal de mes confrères aussi mettre en avant cette zone ici avec toutes ces mèches de prise de liquidité autour des 1700, 1800 qu'on avait eu ici à l'époque. Donc, on a deux zones, c'est-à-dire la zone de travail de mai à juillet 2021 qui avait arrêté le cours avant de repartir vers un truc un peu plus fort à l'automne. Et on avait également 1009-2000 ici. On voit qu'on avait eu la mèche notamment du yen carry trade et toute cette zone. Donc je suis pas super persuadé que ça soit des zones d'intérêt monstre, peut-être plutôt celle 2007. Mais en l'état, pour moi, vraiment la démarcation, c'est ça, c'est les 2100. Alors on peut se dire que oui, quand on mèche à 2000 et tout ça, c'est pas très grave. Mais clôturer sous les 2100, 2150 en hebdo, c'est l'appel d'air justement à une zone beaucoup plus élargie et beaucoup plus basse, et à ce compte-là, eh bien seul un Fibo justement de ce qui vient de se dérouler en termes de mouvement entier nous donnera en termes de retracement les zones clés, et on peut constater à ce passage que le 0,618 est à 2123. Donc ça corrobore vraiment à quel point cette zone est une zone d'intérêt, et toute la problématique pour la suite pour Ether, c'est que malheureusement on est désormais sous toutes les moyennes mobiles. On est sous les moyennes mobiles court terme avec la 50 et la 20 d'ailleurs qui viennent de se croiser à 3075, et on est sous la 200 et la 100 qui se trouvent à 2005 et 2006 respectivement. Donc on est loin d'être sorti du sable, mais on est tellement bas pour bon nombre d'altcoins. On a des Polkadot, des Avax, des IGLD, enfin peu importe là où vous regardez, mis à part Solana et peut-être Tao Tensor et quelques choisis de ce cycle, le reste des altcoins est déjà complètement, excusez-moi du terme, éclaté au sol. Donc
Pour le moment, on part de tellement loin que, mis à part être optimiste sur le futur, quand bien même le court terme se dégradera encore un petit peu, on voit qu'on a des RSI quand même qui se sont complètement réinitialisés. Donc je vous invite bien entendu, comme d'habitude, à essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le marché américain qui s'est offert un très beau rebond avec MSTR MicroStrategy qui pareil à front run, donc la moyenne mobile 50, 230, on est à 275. Attention à ce que ça ne nous fasse pas un vieux rebond du chat mort. On avait Coinbase aussi qui a défendu donc à deux reprises les 193 et 200 $. Nvidia qui est peut-être en train de se réveiller, mais bon, quand on voit un peu comment est en train de se matérialiser la zone, voilà, c'est pas super glop dans l'immédiat. Puis je vous invite à regarder un peu l'image de fond. Le 10 octobre 2022, on était à 11 $. Donc on a quand même poussé, que je vous dise pas de bêtises, en termes de pourcentage, approximativement 1300% sur Nvidia. Et quand on fait un Fibo de l'ensemble du dernier mouvement, si on prend 2022 justement, on voit que bon, le 0,5 il est à 82 $, 0,68 à 65, on a une moyenne mobile 200 à 53 $. Enfin voilà, les supports long terme, ils sont quand même assez loin. Et quand on regarde ça vis-à-vis du S&P 500, je vais vous donner quelques zones de chute pour vous permettre de réfléchir à ce que pourrait donner cette année 2025 si ça venait à se gâter. Oui, on a un M qui est en train de se dessiner ici, et c'est d'autant plus visible sur le Nasdaq, où on a cassé déjà la petite zone ici des 20 500 points, moyenne mobile 50 autour de 19 950, et derrière on peut avoir une accélération à la baisse, d'autant plus qu'on est en train de casser le RSI médian en hebdomadaire. Donc si ce M s'active et qu'on commence à dégringoler, eh bien il ne faudra pas avoir peur d'aller voir des moyennes mobiles un peu plus long terme, comme la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 200, qui petit à petit va remonter, les Fibo. C'est pas catastrophique, c'est dans l'ordre des choses, vu qu'on a un marché américain qui a été énormément porté, notamment par la tech. Aujourd'hui, un simple retour à la moyenne mobile 50, c'est 5650 points. On a un support un peu plus loin à 5270, moyenne mobile 100 à 5090, un petit intermédiaire à 4948, et le gros support qui serait juste parfait en cas de déroute entre guillemets des États-Unis, ça nous ferait un moins 22% comparativement au moins 27,56 qu'on a fait à l'automne 2022, et ça nous permettrait de revenir travailler la moyenne mobile très long terme, la moyenne mobile 200, qui d'ici une quinzaine de jours maximum fin du mois sera alignée avec les 4800 points du S&P 500, le tout en ayant eu une contraction un peu en triangle rectangle descendant du côté du RSI qui est en train elle-même de casser à la baisse. Donc le mouvement n'est certainement pas terminé du côté des États-Unis. Pourquoi ? Puisque le marché a pricé totalement ce qui est en train de se dérouler vis-à-vis de Donald Trump, et que si lui, au quotidien, il joue au dé littéralement avec les marchés en jetant une pièce en l'air et en changeant d'avis et d'opinion comme de chemise, les marchés, eux, n'aiment pas trop ça et se donnent des directions plutôt de trimestre en semestre. Le DXY, le dollar, comme je vous le disais, qui après avoir heurté la zone de sortie des 107 points et de retour à 105,5, ça devrait jouer pour nous, ça, ce coup-ci, et on voit que les taux à 2 ans, à 5 ans, le 10 et 20 ans sont encore légèrement dans le positif, mais voilà, petit à petit, je suppose que les choses vont se poser, que le VIX va reculer, parce que là aussi, on était quand même sur 3 semaines de hausse consécutive où l'on a un indice de la peur et de la volatilité aux États-Unis qui est passé de 15 à 26. Donc vraiment, bon, ça a joué des castagnettes, et le tout en ayant petit à petit un peu plus de visibilité éventuelle, notamment sur un CAC 40 hier qui est venu chercher donc à nouveau l'ATH, et on voit que ça se passe pas si mal pour la zone européenne. On va voir ce que ça va donner, notamment vis-à-vis de ces fameux 800 milliards de réarmement. Je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite, mais la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, pour une fois, on a la sensation que l'Europe est un tout petit peu en train de prendre conscience de son sort, de se bouger les fesses, et peut-être, voilà, enfin, de montrer qu'elle existe sur la scène internationale et qu'il n'y a pas que le bloc des États-Unis et de la Chine d'un côté et la Russie, bien entendu, au milieu. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve ce week-end. Continuez d'être prudent, d'être alerte sur les opportunités sans trop vous précipiter, de ne pas vouloir vous refaire en mode gambler comme si vous étiez au casino, et à partir du moment où vous arrivez à vous fixer une trajectoire sur suffisamment longtemps pour justement ne pas encaisser à court terme cette volatilité qui est parfois très difficile à gérer, vous verrez que ça se passe un petit peu mieux, et que d'ici quelques mois, peut-être même parfois quelques semaines, par rapport au point dur sur lequel vous étiez au plus mal par rapport à votre portefeuille, tout peut très vite évoluer et changer positivement pour les marchés financiers. Et c'est ça aussi quelque part qui est beau dans tout ça quand on investit en bourse ou quand on investit en crypto, c'est qu'on peut tomber très bas très rapidement, mais on l'a vu l'autre fois sur 2 tweets, ça peut aussi changer un peu
la phase du marché tout aussi vite. Alors après, je suis pas en train de dire que c'était positif ce qui s'est passé l'autre fois, mais en tout cas, j'insiste vraiment sur le fait de toujours garder un biais, même quand on est dans le mal, qui voit le futur d'un œil positif pour nous permettre de nous projeter comme ça sur des investissements qui, quand ils sont raisonnés et raisonnables, nous permettent de tenir la barre quand la mer est complètement déchaînée. Très bonne journée et à samedi. Ciao, ciao.